Coucou la communauté des French Learners. Aujourd'hui, je continue la série Pause Café et je reçois un invité très spécial aujourd'hui. Mais avant, je veux vous dire que vous pouvez aller sur mon site aliceayel.com pour écouter cette série, cette vidéo en podcast et aussi pour accéder à des histoires, à des vidéos pour acquérir le français naturellement. aliceayel.com pour acquérir le français naturellement. Et donc aujourd'hui, je reçois un membre de ma famille, mon cousin Germain. Le cousin Germain, c'est le cousin direct. C'est mon cousin du premier degré. C'est le fils de la sœur de ma maman. Donc, c'est mon cousin Germain et il s'appelle Vincent. Bonjour Vincent. Bonjour Alice. Et donc, Vincent, tu n'habites pas en France. Non, je Et n'habite pas en France. tu es français, bien sûr, mais où habites-tu, Vincent? Alors oui, moi je suis français d'origine. J'ai vécu 35 ans, enfin 37 ans en France, mais j'ai immigré aux États-Unis il y a 3 ans. Je Ouais. vis à Dallas, au Texas. Donc ça, c'est pour cette raison en partie que je t'ai invité, parce que je pense que c'est très intéressant. J'ai beaucoup de gens, de people, non. J'ai beaucoup de gens qui me regardent et qui sont américains. Et je pense que ça va beaucoup les intéresser d'avoir ton point de vue en tant que Français sur les États-Unis. Ouais. Avec plaisir. Mais avant, qu'est-ce que tu bois? Parce que tu sais, c'est la série Alors, Pause Café. Est-ce que tu as une tasse spéciale? alors, j'ai une tasse, j'espère que vous la voyez, c'est la Ouais. tasse. C'est la tasse de la Maison Blanche. Voilà. Ah, de la White House. Voilà. Et dedans, j'ai mis un thé parce que je ne bois pas de café. Et Donc, ça, c'est un peu bizarre pour un Français, je trouve, hein. je suis désolé. Je n'ai jamais bu de café. Ah Jamais. bon? Ah, Non. je ne savais pas ça, Pas mon Vincent. truc. Non. Donc, tu bois du thé et Voilà. tu es allé à la Maison Blanche? Tu as visité la Maison Blanche? Alors, j'ai pu aller à la Maison Blanche il y a 2 ans, ouais, 3 ans, en 2018, Oui. quand j'étais de passage à Washington lors d'un déplacement professionnel. Ah. Et qu'est-ce que tu en as pensé? Moi, si, j'ai vu aussi la Maison Blanche, mais j'étais très jeune. Qu'est-ce que Hmm. vous êtes allé dedans? Vous avez visité Non, on n'a pas pu tout visiter parce que on n'avait pas beaucoup de temps. Hmm. Mais on a pu faire un tour, regarder un petit peu. Je trouvais que c'était une petite maison finalement. C'était pas Hein? très grand. Bah, vivant au Texas, on a l'habitude de voir des choses très très grandes. Et Ah ouais. à Washington et notamment la Maison Blanche, c'est quand même beaucoup plus petit. Ah. Mais sinon, c'est très joli. Ça rappelle des architectures plus européennes, Hmm. du coup, que ce qu'on peut voir au Texas. Hmm. Donc, tu n'as pas vu le président des États-Unis. Non, non, j'ai pas eu la chance de l'apercevoir, non. Non. Et donc, pourquoi est-ce que tu es arrivé aux États-Unis? Quel est ton Alors, travail? Parce qu'en général, j'ai des entretiens avec des professeurs, mais toi, c'est différent. C'est intéressant aussi. tu as raison, c'est mon travail qui m'a permis d'arriver aux États-Unis. Hmm. J'étais en France, donc je travaille dans l'informatique, et j'étais en France employé par une société qui a ouvert une branche de son activité aux États-Unis. Hmm. Et pour accompagner la croissance de cette branche, ils ont ouvert un poste sur lequel j'ai pu me positionner. Hmm. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai pu venir aux États-Unis avec un visa de travail. Hmm.
La particularité des États-Unis, c'est qu'en effet, l'immigration est un process qui est à la fois long et assez spécifique. Et les gens que j'ai autour de moi de la communauté française de Dallas sont plus ou moins tous rattachés à leur entreprise pour justifier de leur présence sur le sol américain. Ce sont des expatriés. Tu es un expat, Voilà. un expatrié en Alors, fait. je ne sais pas ce que c'est qu'un expatrié. Moi, je n'ai pas la définition. Je suis un immigré ou un expatrié, comme on veut. Je ne sais pas trop quelle est la différence Mais en tu fait. peux retourner en France. En tout cas, Je pense que ouais. je suis français. Je suis né à Paris. Ma famille est encore à Paris. Enfin, ma famille, ma mère et ma sœur vivent toutes les deux encore à Paris. Et je suis venu ici avec ma famille, sachant que mes enfants, ma femme, tout le monde est né à Paris. Donc, je suis parisien. Je ne suis pas américain. C'est sûr que là-dessus, c'est très clair. Je pense que la différence, je ne sais pas non plus la définition exacte, mais je pense que la différence entre un immigré et un expatrié, c'est qu'un expatrié, en général, après, il passe quelque temps dans le pays étranger et après, il retourne dans son pays. Alors que l'immigré, lui, choisit d'immigrer et il ne va peut-être pas, sans doute pas, retourner dans son pays. Je pense que c'est la Sans différence. doute. Ouais, ce serait l'intention alors de départ. Mais honnêtement, moi, quand je suis venu aux États-Unis, l'intention de départ, c'est toujours un peu difficile à cerner. On vient pour découvrir, on vient pour travailler, et puis après, combien de temps on reste, quand est-ce qu'on revient, Ouais. c'est jamais évident, quoi. C'est pour ça que c'est quand même un podcast où on parle le français pour parler français, donc c'est intéressant de voir la différence entre les Ouais. mots. Et bah là, c'est pas très évident quelle est la différence entre ces deux mots-là. Il y a un mot en France, en tout cas, ces deux mots ont une connotation différente, c'est-à-dire qu'il y en a un qui est vu de manière positive et l'autre qui est vu plutôt de manière négative. Mais en vrai, la différence, pour moi, elle n'est pas très, très claire. Globalement, c'est ça que je veux dire, c'est que je partage la vie, les problèmes, les aspirations d'un immigré ou d'un expatrié. En fait, de mon point de vue, c'est les mêmes gens. En fait. Après, il y a probablement des différences, mais honnêtement, je ne les connais pas bien. Oui, je suis d'accord avec toi, oui. Tu partages les mêmes expériences en fait qu'un immigré puisque tu es français et que donc tu as vécu. Est-ce que tu as vécu d'ailleurs, grande question, est-ce que tu as vécu un choc culturel quand tu es arrivé aux États-Unis avec ta famille? Alors, de très nombreux chocs culturels, ça c'est sûr. Je pense que quand un Français arrive aux États-Unis, il arrive avec un certain nombre d'idées sur ce qu'il va découvrir. Tout simplement parce que la culture américaine, je pense qu'on pourrait même parler de la culture hollywoodienne, nous prépare depuis la plus jeune enfance à comprendre, à avoir une image des États-Unis très stéréotypée. Ouais, on en parlait justement juste avant cet entretien. On disait qu'on a été baigné comme dans un bain dans la culture, comme tu dis, plutôt hollywoodienne. Ouais. C'est ça. On a regardé toutes les séries américaines. Tu te rappelles quand on regardait Exactement. MacGyver? Voilà, par exemple. Mais il y en a tellement. On a regardé tous les films américains où on a été baigné dans cette culture. Bah Donc, oui. quand tu es arrivé avec ta famille, voilà, alors quelle a été ton expérience? Quand on arrive, on qu'on partage avec les Américains, c'est indéniable. On a vu les mêmes films, on a écouté les mêmes musiques, et pourtant, il y a quand même des choses en tant que Français que je ne comprenais pas et que je voulais absolument essayer de comprendre. En fait. Moi, donc, en fait, tu es arrivé avec des idées préconçues et tu pensais que ça allait être facile pour toi? Non, je pense, non, je savais
que la culture que je connaissais, c'était une projection Mm. d'une vision d'Hollywood qui n'est pas la réalité, forcément, puisque c'est du cinéma. Non, j'avais vraiment envie de comprendre pourquoi les Américains faisaient ce qu'ils faisaient dans le monde, dans le business, à l'international, pourquoi ils avaient élu Donald Trump, par exemple, quelles étaient les raisons de leur fascination par rapport aux armes, Oui. ce genre de choses qui, moi, d'un point de vue, enfin, de ma culture française, sont très difficiles à comprendre. Mm. Et du Oui, coup, parce qu'en France, ça, on ne c'était porte pas intéressant. d'armes, hein. Je le dis pour ceux qui nous regardent, parce qu'il y a beaucoup d'Américains. Ce n'est pas, il n'y a pas d'armes, on n'est pas du tout dans le Non seulement il n'y baigné a pas d'armes, justement dans voilà. cette Non culture des seulement, armes. exactement. Mais non seulement il n'y a pas d'armes, mais il n'y a pas de marketing de l'arme. Il n'y a pas de Mm. publicité sur les armes. On ne peut Mm. pratiquement pas acheter d'armes. Et de toute façon, ça vient à l'idée de personne, en fait. Ouais. Culturellement, les Français ne se sont jamais armés. Ça, Mm. c'est une grosse différence avec les Américains qui, culturellement, dans leur histoire, ont dû s'armer. Et c'est ce genre de choses que j'ai compris, en fait. C'est que quand on parle, par exemple, du port d'armes aux États-Unis, il faut se replonger dans l'histoire. Mm. Il faut se replonger Bien vraiment sûr. dans la culture et dans ce Mm. qui fait l'Amérique. Mm. Et là, on comprend. Mm. On comprend que ce n'est pas juste un sujet de port d'armes. Mm. C'est un sujet qui touche à leur identité. Bien sûr. Donc, le principe, moi, je dirais que le premier choc qu'on a eu avec la famille, c'est vraiment l'immensité. Mm. L'immensité et la grandeur des voitures, déjà, des maisons, des hamburgers. Tout est énorme. Alors, je pense que c'est très vrai au Texas. Je pense que ça l'est aussi dans le reste des États-Unis. Et ça, c'est vrai que c'est un choc qui apparaît dès la sortie de l'avion. On arrive dans un aéroport qui est très grand, il y a beaucoup de place. Pour donner un ordre d'idée aux gens qui nous écoutent et qui sont américains, à Paris, par exemple, toute la surface de Paris est couverte d'immeubles d'à peu près 8-10 étages qui font entre 50 et 100 square feet. À Dallas, la ville que je connais, il n'y a pratiquement pas d'immeubles. On est tous dans des maisons individuelles qui font 250, 300, 400 square feet. Et donc, ça, c'est pour donner une idée en fait de l'espace qu'il y a au Texas. Et ça conditionne aussi tout le reste. C'est très important dans la culture. Les gens ont de l'espace. Du coup, ils peuvent avoir des grandes voitures. En France, à Paris, pareil, la ville que je connais bien, les gens n'ont juste pas de voiture. Ça aussi, c'est quelque chose qui est presque... Enfin, mes collègues ont toujours du mal à le croire, en fait, que les Parisiens n'ont juste pas de voiture. Alors, moi, je prends toujours cette anecdote, c'est-à-dire que moi, je suis arrivé aux États-Unis à 37 ans. Je n'avais jamais possédé de voiture avant d'arriver à Dallas. Et quand je suis arrivé à Dallas, j'ai tout de suite acheté 2 voitures. Voilà, Deux, donc, même pas. 2 voitures. Voilà, 2 voitures. Donc, et c'est juste parce qu'en France, je n'en avais pas besoin. Donc, je n'en avais pas acheté. Et ici, j'en ai absolument besoin. C'est une absolue nécessité. On ne peut pas faire sans. Et donc, voilà. Et c'est quelque chose qu'il faut... Voilà, ça fait partie des grosses différences. L'espace, la densité de population, c'est-à-dire le nombre de personnes qu'il y a par square feet ou par mètre carré. Ça conditionne énormément les choses et c'est assez frappant. Et pourquoi est-ce que, pour expliquer à ceux qui nous regardent, pourquoi est-ce que tu n'avais pas besoin de voiture à Paris? Ouais, alors ça c'est très intéressant. J'ai souvent cette question. J'ai aussi la question de mes collègues qui me disent mais moi, si j'ai envie d'aller au travail à Paris avec mon pick-up, qui est une voiture énorme, hein, c'est une sorte de camion individuel, qui va m'en empêcher? Alors bien sûr, personne ne va empêcher un Américain à Paris à rouler en pick-up. Sauf que je crois qu'il n'y a pas de pick-up en vente en France. Mais mettons qu'on arrive à en importer un, à en faire venir un des États-Unis.
Le problème, c'est que les rues sont trop petites. Et puis, il n'y a pas de place pour se garer. Donc, très, très vite, même si vous adorez votre pick-up, vous allez vous retrouver dans une situation où, en fait, vous allez abandonner et vous allez prendre le métro qui va plus vite. Vous n'aurez pas besoin de le garer et il est aussi beaucoup moins cher. Donc, tout ça fait que les Français, en fait, vivent comme ça. Et de la même façon les que… Parisiens, attention, ou les Oui, les Français qui Parisiens, vivent oui, en tout à fait. ville. Non, non, je parle de Paris. Je Voilà. parle des choses que je connais. Oui. Je vais parler de Paris. Ce que j'essaie de dire par là, c'est que je suis arrivé à Dallas, je me suis mis à vivre comme quelqu'un qui habite à Dallas, en achetant de voitures, mais quand j'étais à Paris, je vivais comme une personne qui vit à Paris, c'est-à-dire pas de voiture. Ouais. Et tu étais content Est-ce que tu étais content d'avoir de voitures, enfin? Non, je suis pas particulièrement… t'es pas très voiture. Moi, les voitures, je suis pas très intéressé par les voitures. Est-ce que tu as acheté un pick-up? Non, j'ai pas acheté de pick-up. J'ai pas acheté de pick-up. Non. Ma femme a un 4x4, un tout petit 4x4, mais moi j'ai une voiture très classique. Tu dis un tout petit 4x4, je n'ai pas acheté mais de grosse voiture. tu n'as pas acheté de grosse voiture, mais tu dis un tout petit 4x4 pour ta femme, mais je suis sûre que ce n'est pas un si petit 4x4 aux normes européennes. C'est un 4x4 Mini, de la marque Mini. Ah. Donc tout le monde comprendra dans tous les langages que Mini veut dire petit. C'est pour ça que je me permets de dire que c'est un petit 4x4. Oui. Mais bon, c'est sûr que s'il y a un endroit au monde où ça vaut le coup d'avoir une grosse voiture, bon, c'est probablement Dallas, parce qu'en effet, on peut en profiter. Et d'ailleurs, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui adorent les voitures, ben, c'est vrai que les États-Unis et les villes comme Dallas qui ont été construites autour de la voiture sont quand même des bons endroits pour vivre. Donc, tu es arrivé aux États-Unis et autre question très intéressante pour ceux qui nous regardent et qui nous écoutent, c'est la langue. Est-ce que tu savais parler anglais? Tu avais des bases d'anglais, je suppose, un peu quand même. Tu avais des bases d'anglais quand tu es arrivé, mais comment ça s'est passé? Est-ce que c'était difficile de comprendre les Texans? Comment ça s'est passé? Comment est-ce que tu as réussi après? Enfin, maintenant, je suppose que tu n'as plus de problème. Je suppose. Non. Non, j'ai plus de problème, mais même en arrivant, j'avais pas énormément de problèmes. Moi, j'ai suivi une scolarité classique française. Donc en France, on commence à apprendre l'anglais à partir de la sixième, qui correspond à seventh grade aux États-Unis. Oui. Je crois que maintenant, ils l'apprennent encore avant. Je pense pas avoir appris énormément d'anglais grâce à mon parcours scolaire, puisqu'en France, on fait beaucoup d'écrits et malheureusement, on a plutôt besoin de l'oral quand on arrive aux États-Unis. Je pense que ce qui m'a le plus permis d'acquérir l'anglais, d'apprendre l'anglais, c'est les jeux vidéo. Les jeux vidéo m'ont permis finalement, rétrospectivement, avec le recul, d'avoir beaucoup de vocabulaire et d'apprendre en fait l'anglais sans trop me forcer, de manière assez naturelle finalement. Et ça rejoint un petit peu ta chaîne et ce que tu fais. Ce sont des manières qui naturellement en fait permettent de s'immerger dans une langue. Donc, quand vos enfants passent beaucoup de temps sur un jeu vidéo en anglais ou dans une langue étrangère, dites-vous qu'il restera peut-être quelque chose. Ce n'est pas si horrible. Il y a des points positifs, c'est comme tout. Et donc, tu jouais à quel jeu vidéo, juste pour… des millions de jeux vidéo différents. Donc, non, mais j'ai joué à beaucoup de jeux de stratégie qui n'étaient pas traduits. Dans les années 90, les traductions des jeux n'étaient encore pas systématiques.
Et du coup, j'ai appris beaucoup de vocabulaire sur des jeux de stratégie, mais aussi des jeux d'aventure où il faut comprendre, pour comprendre l'histoire, il faut lire. Donc, je pense que ça m'a bien aidé. Euh, En sortie du lycée, donc du high school, j'ai intégré une école et là, j'ai passé un concours, je ne sais pas si c'est un concours, qui s'appelle le TOEIC. Donc, je pense que Oui, les gens c'est connaissent. pas un Voilà. concours, c'est un test. Enfin, C'est un c'est test. Voilà. ouais, un Voilà. test Et d'anglais. voilà, C'est donc très pour connu, donner, oui. ouais, voilà. Donc, c'était juste pour donner une idée à ce moment-là. Donc, au début des années 2000, j'avais un peu plus de 700 au test TOEIC. Donc, ça veut C'est dire que bien. voilà, C'est un bon quand même, score. j'avais déjà un bon niveau de compréhension, puisque Ouais. c'est que de la compréhension. Oui, il n'y a pas d'oral, il n'y a pas Ouais, de ouais. partie orale. Mais voilà, si les gens qui nous écoutent ont passé ce test-là, ils peuvent peut-être se rattacher à ça. Et du coup, pendant presque 20, enfin pendant 15 ans, j'ai travaillé finalement pratiquement qu'avec des sociétés anglaises ou américaines, Ah, oui. dans laquelle j'avais de temps en temps des interactions avec des Anglais et des Américains, ce qui m'a permis d'entretenir tout ça. Mais quand on arrive vraiment aux États-Unis, ce qu'on croyait être un bon niveau de compréhension s'avère être juste assez pour comprendre et se faire comprendre. Mais ce que je veux dire à tout le monde, c'est qu'il faut ni avoir peur ni avoir honte, parce que ce qui compte, c'est pas de savoir parler, c'est de savoir se faire comprendre et comprendre ce que dit l'autre. C'est la Très seule chose qui bien. est importante. Voilà. Donc il Je faut suis se très, lancer. très contente que tu dises ça Ouais, dans cette vidéo. C'est le plus important, tu as raison. Donc, il parce faut se qu'il lancer, tu faut dis. se lancer. Voilà. Ouais, il faut se lancer parce qu'on ne sera jamais assez bon, mais on ne sera jamais non plus complètement nul. Ça n'existe pas. Donc, au début, on va faire des gestes, on va faire répéter 20 fois, on va faire plein d'erreurs, on va se retrouver avec des choses au restaurant qu'on n'avait pas commandées. Ça arrive aussi. Mais ça fait partie de l'expérience et ça permet d'apprendre. Ouais. Et encore aujourd'hui, et avec le masque, puisqu'on enregistre ça à la fin de la pandémie du Covid-19, donc on a eu toute cette période où on avait des masques, ça n'a pas du tout favorisé la communication. C'était très, très dur, puisque Ouais. aux États-Unis, ils mettent les masques et puis ils mettent des plexiglas aussi. Du coup, Ah, on a ouais. beaucoup de mal à entendre, on ne voit pas aussi quand ils parlent, et c'est là où on se rend compte que on a aussi besoin du contact visuel. Bien sûr, on a besoin des expressions du visage, on a besoin de voir la bouche, comment elle Mm, bouge. Bien sûr, ça aide beaucoup. Mais mm. tu dis que tu t'es rendu compte que tu avais juste le niveau. C'est à cause de l'accent au Texas, parce que je sais que les Texans ont un accent du sud qui est différent de l'accent de New York, par exemple, qui est peut-être plus compréhensible pour nous. Je ne sais pas pourquoi est-ce que c'était difficile au début. Alors, moi, j'ai pas du tout ressenti et je ne ressens toujours pas cet accent texan dont Hmm. on m'a beaucoup parlé. À Dallas est une ville qui est Ah. très cosmopolite. Hmm. Les gens, mes amis américains, ils viennent du Missouri, ils Hmm. viennent de Baltimore. Donc, finalement, des vrais Texans, j'en connais quelques-uns, mais je trouve qu'ils n'ont pas trop d'accent. Hmm. Euh, L'intérêt en plus avec cette partie sud des États-Unis, c'est que c'est un petit peu comme dans le sud de la France. Les gens ont tendance à parler moins vite. Ah. Alors, ils ont peut-être un accent, mais au moins, ils ont ce rythme un petit peu du sud, tranquille, et ils ont une mélodie, ils ont un rythme dans la voix qui me semble plus facile à comprendre que ce que tu peux avoir à New York. Ah. Du coup, moi, ça m'a jamais posé problème, l'accent texan. C'est pas, Mais on l'a alors jamais pourquoi vraiment tu dis ressenti. pourquoi ouais.
Pourquoi tu dis que En fait, au je dis, début? je dis juste qu'au début, quand on arrive avec 11 heures d'avion et les Ah, premiers mots ouais. qu'on a, c'est avec un agent de l'immigration, ça se passe jamais aussi simplement qu'on pourrait le penser. Voilà. Mais c'est juste le temps, en fait, de se mettre dans le bain. Moi, je pense qu'une langue, c'est beaucoup le cerveau qui se met dans un mode français, dans un mode américain. Mm. Moi, je le vois puisque j'ai encore pas mal de réunions avec des Français le matin, et puis l'après-midi, je passe sur des réunions avec des Américains. Et quand on doit changer comme ça, c'est vrai que la façon de penser les mots et les tournures Mm. de phrases sont pas les mêmes. Donc, il faut un petit temps d'adaptation. Et ça, voilà, quand on a passé un certain âge, il faut un petit peu de temps. Mes enfants, par exemple, qui ont aux alentours de 10 ans, et le font sans aucun problème. Mm. C'est-à-dire que bon, ma fille, elle est arrivée ici, elle avait 7 ans. Fêter son 7e anniversaire quasiment en descendant de l'avion. Elle peut passer d'une conversation américaine, française, avec aucun délai. Il n'y a aucun problème pour elle. C'est Mm. vraiment, c'est les mêmes parties de son cerveau qui travaillent. Elle a vraiment aucun problème. Mm. Moi, il faut quand même, quand je suis en mode français, il faut que je me remette un petit peu en mode américain, juste parce que je pense, hein, mais ça, tu sais sûrement mieux que moi, je pense que quand on apprend un langage, il y a la première phase où on pense dans sa langue natale et on traduit dans notre tête. Et Mm. puis ensuite, on arrive à basculer où on sort les phrases directement Mm. sans passer par la traduction. Mm. Et en fait, c'est ça. Et c'est là où il faut que le cerveau se recable, en fait, dans une langue ou dans une autre. Enfin, je pense. Ouais, c'est une très bonne Je pense, explication. hein, ouais. J'aime beaucoup cette explication. Ouais, ouais, c'est bien. Et donc, tu dis que parfois tu as commandé des choses, c'est parce que tu avais mal parlé ou parce que tu n'avais pas compris sur le menu au restaurant? Alors, souvent, ce qui se passe, ce qui arrive souvent, et je pense que les Américains qui nous regardent et qui vont, par exemple, aller en France, ça peut leur arriver, c'est qu'en fait, on commande des choses et puis tout se passe bien. Et puis à la fin, le serveur, il va dire blablabla. Alors on fait répéter une fois, deux fois, et puis à la fin, on dit juste oui. Ouais. Ce oui qui permet de clôturer la discussion, le oui qui permet de se sortir de la situation dont on ne voit pas d'issue. Et bah, ce oui, il a une conséquence. Et donc, des fois, tu te retrouves avec un truc que tu n'avais pas prévu ou avec beaucoup de poivrons, beaucoup de piment. Donc, voilà, est-ce que vous voulez quelque chose de relevé ou pas? Et ça, c'est une grosse différence avec la France, c'est que la cuisine française n'est pas très relevée. En tout cas, Mm. la cuisine parisienne que Pas moi très je épicé, mange, elle oui. n'est pas très épicée. Mm. Au Texas, l'influence mexicaine Mm. fait qu'ils ont une culture du poivron, du piment qui est très forte, quoi. Donc il faut toujours se méfier à chaque fois qu'on va manger. On demande, mais attention, est-ce qu'il y a beaucoup d'épices ou pas? Ah ouais. Et donc voilà. Et donc il faut se méfier de ces petits derniers mots où la personne en fait était en train de demander si on rajoutait du piment ou pas. C'est plutôt ça en fait les surprises que tu peux avoir. C'est Mm. les deux trois petits mots que tu n'as pas compris, mais Mm. vraiment pas grand chose. Et puis alors, tu te retrouves avec un truc immangeable, quoi. Ça nous est arrivé plusieurs fois. Et je pense que ça continuera à nous arriver parce qu'il n'y a pas de raison. Voilà, c'est comme ça, hein. Ça fait partie de l'expérience aussi. Oui. Et tes enfants, donc, eux, ils sont arrivés, ils n'avaient pas un mot, ils ne connaissaient pas un mot d'anglais, je suppose. Non, non. Alors, moi, j'avais essayé de les mettre sur des applications, sur des tablettes pour qu'ils apprennent un tout petit peu de vocabulaire. Mm. C'est des applications qui sont très bien faites, honnêtement, mais à mon avis, les enfants, ils apprennent rien avec ces applications. Ils apprennent très, très peu.
Donc, tu aurais Euh, mieux fait de les mettre sur des jeux vidéo, comme toi tu avais fait, tu vois, ouais, Vincent. j'étais un petit peu jeune pour ça, je pense. Mais Oui, un petit peu trop je sais petit, oui. pas, je sais Un pas. peu trop petit. En vérité, je pense que quand on arrive ici et qu'on a 16, 7 ans, en 3 mois, on est quasi bilingue, Mm. vraiment. Mon fils, il a 2 ans de plus, il a mis quelques mois de plus. Parce Mais qu'ils sont allés à l'école américaine, ça, il faut le voilà, dire. ça, Mm. voilà, c'est que nous, on n'a pas choisi, enfin, on a fait le choix de ne pas vivre dans une communauté française. On Mm. essaye un maximum de s'intégrer, d'avoir des amis américains, et donc ils vont à l'école du quartier, dans laquelle ils ont suivi des cours en anglais directement. Oui, donc ils ont Euh, été tout de suite en immersion Ils et ont ils été tout de avaient de suite en immersion. l'input en anglais pendant des heures et des heures chaque jour. Donc oui, ça a Voilà, été très rapide. Mm. exactement. Et donc, ce que je veux dire aux parents qui pourraient avoir des appréhensions par rapport à ça, c'est n'ayez pas peur. Parce que les enfants, tout ce qu'ils veulent, c'est jouer, se faire des copains. Et si pour ça, il faut apprendre une autre langue, ils le feront. Donc voilà, moi, mes enfants, ils n'ont pas du tout souffert de ça. Mm. Pendant une semaine, ils parlaient avec les mains, et puis la semaine suivante, ils arrivaient déjà à se faire comprendre. Mm. Bien C'est allé sûr, très très vite. Et aujourd'hui, ils ont un niveau bon, enfin, je les envie parce que vraiment, ils ont Mm. un anglais parfait, ils ont Bien un sûr. français parfait, et c'est formidable, vraiment. Mais je pense que, parce que beaucoup de gens pensent, ah oui, les enfants apprennent plus vite, sont Mhm. plus... je pense que c'est aussi le fait que les enfants, ils passent beaucoup, beaucoup de temps. Donc, ils sont à l'école, là, ils étaient à l'école avec de l'anglais toute la Bien journée. sûr, Ce qui est bien sûr. différent d'un adulte. Comme toi, par exemple, tu as des réunions en français, tu as des réunions en Mhm. anglais, tu n'es pas toute la journée immergé dans la langue anglaise. Donc, c'est différent, ce sont des situations différentes. Et oui, l'enfant est peut-être plus flexible, a une attitude peut-être plus flexible et moins stressée, moins anxieuse par rapport à une langue, parce que comme tu dis, il veut jouer et c'est tout ce qui l'intéresse. Mais il y a aussi le fait qu'il est immergé dans la langue toute la journée. Ah, mais complètement. Toi, tu l'as bien vécu. Toi, tu l'as bien vécu à, en Espagne et puis en Angleterre. Ouais. Quand tu es la seule française, Mm, tu n'as pas le choix. bien Et sûr. c'est là où tu vas acquérir le plus rapidement et dans les meilleures conditions Mm, la langue, ça c'est ouais. sûr. C'est d'ailleurs pour ça que moi, il y a quelque chose qu'on s'est toujours refusé à faire. On ne leur parle jamais anglais. Mm, Parce que le pire chose qui pourrait se passer, c'est qu'ils apprennent l'anglais avec nos défauts de français. Donc, ils ont accès à tout un tas d'Américains qui parlent parfaitement américain. Donc, on laisse bien sûr. l'anglais à l'extérieur de la maison. Mm, Dans la maison, on continue à parler français. Et ça, c'est un petit peu difficile parce que, par exemple, ma fille, elle a tendance à beaucoup parler anglais. ah, Ils ont tendance à jouer entre eux en anglais parce que ah, ça devient la langue des copains, la langue du ouais. jeu, parce que c'est la langue de l'école, en fait. Mais tu as complètement raison quand tu te prends, quand tu fais 6 heures, 8 heures immergé tous les jours dans un environnement où la seule langue, c'est l'anglais, c'est évidemment la façon la plus rapide Mm. d'acquérir un anglais en plus de bonne qualité, parce que encore une fois, pas d'accent texan. Enfin, vraiment, c'est un anglais. Alors Oula, moi, je sais. ne dis pas ça. S'il y a des Texans qui nous regardent, Non, mais je suis sûr qu'ils en comprendront ce anglais. que je veux dire, parce que pour moi, même quand moi je voyage au Texas et qu'on va dans des plus petites villes, moi je trouve pas que l'accent texan soit si terrible que ça. Ah, Enfin, voilà, nous on est allé dans des villes, s'il y a des Texans qui nous regardent, nous on a fait bien sûr Amarillo, mais on a fait aussi des villes comme Bullock, par exemple, ouais. qui sont des beaucoup plus petites villes. Merci. Et du coup,
c'est des petites villes où on pourrait s'attendre à avoir un accent beaucoup plus fort, et en fait, pas du tout. Pas du tout. Moi, non, non, moi, je trouve que les Texans parlent très bien anglais. Je n'ai pas de problème avec ça, quoi. Mais voilà, mais c'était plus par rapport à l'appréhension qu'on avait. Pour revenir au début de la discussion sur les espèces d'a priori qu'on peut avoir. Mais non, non, il n'y a pas de souci. Ils ont vraiment de ce côté-là, cette expérience, ce projet de venir aux États-Unis, c'est très, très bien passé. L'acquisition de la langue a été quasi immédiate et de très bonne qualité. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment bien, quoi. Bien sûr, oui. Ils sont comme presque natifs. Enfin, ils sont complètement bilingues. Je pense que ma fille a un niveau vraiment natif. Mon fils aura toujours un petit accent français. Ce qui, encore une fois, n'est pas grave. Ah non, non, non. Pas de problème. Mais oui, je pense qu'il y aura toujours cette différence entre les deux. Mais ça, c'est très intéressant parce que j'ai beaucoup lu sur ça, sur les accents. Et en fait, le docteur Krashen que je suis, c'est son approche que j'utilise, dit que l'accent, c'est faire partie d'un club, c'est faire partie d'une culture. Donc peut-être que ton fils, en fait, se sent plus français qu'américain. Et alors que ta fille, elle, oui, elle est arrivée très jeune. Très jeune. Donc, elle a été vraiment baignée dans cette culture américaine tout de suite et elle est peut-être donc à un niveau culturel plus américaine. C'est intéressant ça, les accents. C'est pas impossible parce que c'est vrai qu'en arrivant à 7 ans, elle a plus de souvenirs aux États-Unis que de souvenirs en France. Ouais. Et donc, du coup, c'est vrai que je pense qu'elles se sont quand même plus américaines que françaises. En fait, sa vie, elle l'a placée plus aux États-Unis, enfin en France, mais à une période dont elle ne se rappelle pas grand-chose. Donc, ouais, c'est possible. C'est possible. Merci. D'accord. Et aussi, je voulais parler de ta femme, parce que ta femme a réussi à créer une entreprise, n'est-ce pas, aux États-Unis. Ça, c'est incroyable. Et en plus, une entreprise française, un peu. Est-ce que tu peux nous en parler? Parce que ça, c'est génial, je trouve. Alors, tout à fait, ma femme a cofondé avec d'autres Françaises une école de cuisine ici à Dallas, vraiment orientée sur les plats français, la culture française, avec des masterclass et tout ce qui peut toucher en fait à la cuisine française. Malheureusement, le business dû au Covid a dû s'arrêter depuis. Mais dommage, c'est vrai que c'est une belle expérience, une très belle expérience, puisque faut quand même se lancer. Alors ça, c'est un truc, comment dire, les femmes de personnes qui sont amenées à travailler aux États-Unis, enfin les conjoints en général, ils sont dans cette espèce de position très particulière où en fait, elles ont la possibilité de faire tout ce qu'elles veulent ou tout ce qu'ils veulent, mais en même temps, on ne sait pas quoi faire. C'est-à-dire que, et ça je le vois avec tous nos amis français, ils ont vraiment une liberté totale, mais en même temps, ils ne sont pas obligés de travailler généralement, puisqu'il y a assez d'argent pour ne pas avoir à travailler. Et donc, du coup, ils se retrouvent dans une situation où ils ont envie de travailler, mais en même temps, ils ne savent pas quoi faire. Moi, ma situation, elle est différente. Je suis arrivé aux États-Unis, j'avais mon contrat de travail qui était signé. Je savais ce que j'allais faire. Ma femme, elle a dû tout construire. Et donc, elle a construit cette école de cuisine. Et maintenant, elle donne des cours privés de français. Donc, voilà, et peut-être qu'à la rentrée, elle va changer et elle va encore faire autre chose.
Elle a une formation Montessori, donc elle aimerait bien aussi éventuellement renouer avec le Montessori, qui est très développé aux États-Unis, en tout cas à Dallas, où on est. Beaucoup d'écoles Montessori. Donc voilà, donc c'est des projets professionnels qui évoluent tout le temps. Et tu as raison, c'est vrai que c'est intéressant de voir. Ça nous a permis de voir à quel point il était facile d'entreprendre aux États-Unis aussi. Ça, c'était très intéressant. Euh, le dynamisme de l'économie américaine, l'état d'esprit aussi américain envers les entrepreneurs qui est juste formidable. Ça fait vraiment partie des grandes forces des Américains. Tu parlais vraiment des différences. Ça, c'est une différence qui est marquante. En France, c'est difficile d'entreprendre. Pas forcément à cause de l'économie, mais plutôt à cause de l'état d'esprit. Aux États-Unis, tout le monde a envie que tout le monde réussisse. Et ça, c'est génial, quoi. Oui, c'est vrai qu'il y a une différence. Je ne pense pas que ce soit seulement français ou, comme on dit, franco-franchouillard. Je pense que c'est une mentalité qu'il y a en Europe. Parce qu'ayant habité dans d'autres pays en Europe, c'est vrai qu'il n'y a pas cette mentalité de la réussite, d'entreprendre, sauf peut-être en Angleterre. En Angleterre, Ouais. les anglo-saxons, en fait, ont Voilà, une ce serait mentalité ça. plus peut-être enthousiaste, positive. Et tu as raison, ça c'est génial de pouvoir entreprendre, de pouvoir créer son activité. D'ailleurs, comment leur est venue à ta femme et à ses collègues, enfin aux autres Françaises, comment leur est venue l'idée de lancer cette école de cuisine française? Pourquoi, tu sais? Bah, tu sais, pourquoi pas? C'est Ah ça ouais. qui est magique, c'est que euh, le, comment dire, moi je crois beaucoup dans le business à l'intersection, c'est-à-dire que tu aimes bien faire de la cuisine, tu as des compétences pour faire de la bonne cuisine, tu es français dans un environnement américain, bah, c'est une bonne intersection pour démarrer quelque chose sur une spécificité, sur quelque chose que tu vas pouvoir apporter, des compétences que tu as. Et donc, c'est comme ça qu'elles ont démarré. Et puis ensuite, ça a bien grossi. Hein, il y avait vraiment quelque chose d'intéressant, mais elles ont dû tout arrêter au moment du confinement, puisqu'elles faisaient des cours dans leur cuisine. Donc, elles avaient un local. Donc, elles ne pouvaient plus recevoir des gens. Mais l'origine du projet, c'est l'envie de faire quelque chose ensemble. Et c'est tout. C'est pour ça que demain, je pense qu'elle va pouvoir se relancer. J'ai complètement confiance sur un autre projet. Les opportunités, en tout cas à Dallas aujourd'hui, c'est pas ce qui manque. Il y en a vraiment partout, tout le temps. Voilà, il faut juste, on peut pas tous les suivre, donc faut choisir où on investit son temps. Ça fait rêver. Quand on est ici, on sent quand même ça. On sent Ouais. cette énergie et la possibilité d'entreprendre. Beaucoup plus que moi quand j'étais à Paris, par exemple. Donc là, on parle des côtés positifs, du côté positif américain, oui, cette volonté Ouais. d'entreprendre, tout est possible, on peut démarrer, on peut lancer l'activité qu'on veut. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui te manque de la France, Vincent? Ben, le Oula. premier, non, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est bien entendu la famille, Ah puisque oui. quand on est à 8500 km, on ne peut pas aller visiter la famille aussi facilement que quand on habite tous à Paris. Et ça, c'est vrai que ça a été exacerbé par la crise sanitaire, qui fait que ça fait 2 ans qu'on est bloqué aux États-Unis sans avoir la possibilité de voyager. Donc, et ça, c'était pas prévu.
Et c'est quelque chose qui est vraiment très dur. C'est vraiment la chose qui, aujourd'hui, nous pose le plus de problèmes. Surtout qu'on n'a pas encore véritablement, à l'heure où je parle, là, on est en juin 2021, on n'a pas encore de véritable calendrier pour sortir de cette crise. On ne sait pas quand est-ce qu'on pourra retourner en France. Donc ça, c'est très dur. Après, le reste, c'est les trucs habituels, mais qui sont vrais, c'est la nourriture. Clairement, les produits français, les fromages, par exemple, qui sont introuvables aux États-Unis. Il n'y a même pas un petit camembert. Il y a un petit camembert. Voilà, il y a un petit camembert. Mais quand il tu coûte vis très ici, cher, non? Il coûte une fortune. C'est très, très, très cher. Mais même si tu fais l'effort d'acheter ce camembert très cher, le problème, c'est que en tant que Français, tu as l'habitude d'avoir la multitude des choix, pouvoir manger des fromages différents tous les jours. Ici, bon, il y a le petit camembert. Et puis, le cheddar. C'est ça, le fromage américain, c'est le cheddar. Alors, on trouve du gruyère qui vient de Suisse, de gruyère, donc le plus cher des gruyères qui existent. On trouve un tout petit peu de camembert, mais c'est souvent du camembert fait au Canada, donc c'est pas du lait cru, c'est vraiment pour faire du semblant de camembert. Voilà. Et puis on trouve des fromages hollandais qui ressemblent à du cheddar, qui ressemblent à des trucs comme ça. Mais pour un Français, ça fait vraiment hollandais, trop. Non. Ouais, voilà. Donc, ils font aussi du brie aux États-Unis, mais en fait, ça n'en a que le mot, puisque en fait, c'est du fromage qui n'est pas vraiment du fromage. Donc, ça, c'est difficile, c'est sûr. Les produits, une baguette, par exemple, quasi introuvable. Enfin, une bonne baguette, c'est quasi introuvable. Donc, la nourriture, ça paraît cliché, mais malheureusement, le cliché est vrai. C'est qu'un des trucs qui manque très très vite en plus, c'est vraiment la nourriture. Mais sinon, ça c'est vrai de toutes les expériences quand on est à l'étranger, mais on se rend mieux compte de ce qui est bien en France. Et donc quand on y retourne, on se dit ah oui, tiens, ça c'est vraiment bien. Comme quoi? À part la nourriture. Par exemple, le fait que tout est beaucoup plus dense, concentré. C'est-à-dire que quand j'habite Paris, si je veux aller à la mer, je peux aller en 2h30 sur les plages. Et du coup, ou même avec le train, en 2 heures, on est à Bordeaux. Donc, c'est vrai que ça, quand on habite au Texas, quand on habite à Dallas, et quand il n'y a rien autour, à moins de 1000 km, on se rend compte qu'en fait, l'Europe a une densité qui permet de faire des trucs qui sont impossibles aux États-Unis parce qu'ils ont un territoire qui est gigantesque. On en revient à cette grandeur. Et ça pose quelques problèmes. Alors nous, on aime beaucoup la culture, par exemple, et c'est pareil. Le fait que ce soit très grand, ça disperse beaucoup la culture. Et du coup, par rapport à quand on vivait à Paris, on a accès à moins de musées, à moins d'expositions. Ça nous manque aussi. Il n'y a pas beaucoup de musées. À Dallas, il doit y avoir des musées, non? C'est comme les fromages. Il y en a, mais une fois que tu les as faits, tu les as faits. À Paris, c'est comme les fromages. Je pense qu'on va retenir cette phrase. Les musées à Dallas, c'est comme les fromages. Je veux dire, toi et moi, on a vécu des dizaines d'années à Paris. On n'a jamais fait tous les musées de Paris. Ah non. Voilà, je pense que c'est même humainement un challenge en soi. Oui. C'est quasi impossible. Dallas, tu peux faire la liste et les terminer sans aucun problème en un mois ou deux. C'est ça que je veux dire. C'est comme les fromages. Il y en a quelques-uns, mais il n'y a pas énorme, il n'y a pas la diversité que tu peux avoir dans une ville comme Paris, qui est particulièrement fournie en musée aussi. Oui. Mais tu veux c'est un dire petit peu aussi, particulier.
qu'il n'y a pas beaucoup d'expositions temporaires alors. Il n'y en a pas tant que ça. Là, par exemple, il y en a une sur Bangkok qui va arriver en septembre. On a tout de suite pris des billets. On essaye de systématiquement. Il y en a, hein, mais il y en a quand même. Mais c'est pareil, c'est beaucoup moins qu'à Paris. Et puis à Paris, si tu as fait le tour de Paris, en 4 heures de train, tu es à Amsterdam. Oui, En 2h30, tu es à Londres. bien Voilà. sûr. Je veux dire, ici, même en 3 heures d'avion, j'atterris à Washington. Mais je veux dire, Mais il y a aussi Houston, c'est très loin de Dallas, Houston? Je ne sais pas. Hein, en, en, en voiture, c'est 7-8 heures, je pense. ouais, quand même. En avion, tu peux y aller en 2 heures. Mais à Houston, il n'y a Et pas non plus Austin? énormément. Austin, ça, on y est allé plusieurs fois. C'est une ville qui est plus dynamique culturellement que Dallas, de mon point de vue. Maintenant, bon, c'est pareil, quand tu compares avec le foisonnement culturel des capitales européennes, que ce soit Berlin, Paris, Londres, Amsterdam, même Barcelone, c'est pas à ce niveau-là. C'est pas à ce niveau-là. Et ça, nous qui aimons beaucoup la culture, ça a tendance à nous manquer. Mais bon, bien après la famille, ça c'est sûr, Oui. et bien après même bien après la nourriture. Parce que c'est vrai que au quotidien, c'est plus ça que tu retiens, quoi. Bah, écoute, c'est très très intéressant d'avoir ton point de vue de Français aux États-Unis. Je pense que ça va beaucoup intéresser ceux qui regardent mes vidéos et qui écoutent les podcasts. Mettez dans les commentaires si vous avez eu des expériences peut-être similaires à celles de Vincent. Peut-être que vous avez aussi immigré ou vous vous êtes expatrié dans un autre pays. Et est-ce que vous avez eu les mêmes expériences, des expériences positives, des expériences négatives? Mettez-le dans les commentaires. Et Vincent, pour terminer cette conversation, est-ce que tu as peut-être une citation ou quelque chose que tu veux dire à nos French learners, mais en fait, c'est plus à n'importe qui veut acquérir une langue et même une langue, en fait, comme tu le disais, c'est aussi une autre culture, c'est un autre état d'esprit, c'est pas seulement une langue, c'est beaucoup plus que cela, n'est-ce pas? Donc, est-ce que tu as quelque chose pour un mot de la fin? Bah, moi, déjà, je voulais te remercier pour m'avoir invité. Ah, Je trouve que ce que merci tu à fais, toi. je trouve que ce que tu fais est très bien de fournir des ressources comme ça gratuites à des gens pour qu'ils puissent commencer à apprendre quoi que ce soit. Là, c'est une langue étrangère, mais c'est toujours bien de pouvoir développer des compétences. Et je trouve que c'est vraiment bien. Je trouve que c'est beaucoup d'énergie positive et des choses que tu fais. C'est très, très cool. Moi, j'ai pas vraiment de mot de la fin. Je pense que comme tout dans la vie, il faut trouver un sens et que immédiatement, quand on fait quelque chose, quand on fait un effort qui est quand même pas évident, comme d'apprendre le français, bah, il faut que ce soit relié à une envie. Il faut que quand on réfléchit à mais pourquoi je suis dans cette galère, qu'on se rappelle de ah oui, c'est vrai, j'ai cet objectif. Je veux aller passer 2 semaines à Paris, ou je veux, je sais pas moi, faire tour, un tour dans le sud de la France ou aller en Afrique, puisqu'il y a le français, je veux dire, il est partout. Nous, on a rencontré des Français, par exemple, on a rencontré des Américains qui continuent à parler français en Louisiane, dans les pays cajuns. Ah oui, C'était des rencontres assez intéressantes. Ouais. Des jeunes notamment qui veulent continuer à parler un peu alors que leurs parents ont été malmenés là-dessus. Donc je veux dire, tout ça, ouais, et je veux J'ai dire, beaucoup d'estime pour ça, ouais, beaucoup et d'admiration. Et donc, ces personnes qu'on a rencontrées, ben, elles font beaucoup d'efforts, mais elles savent pourquoi. Elles ont cet objectif
Et je pense que quoi qu'on fasse dans la vie, quel que soit le talent qu'on veut développer, il faut toujours bien cerner ses motivations, en fait, et bien les avoir en tête. Donc, ce serait peut-être ça que je pourrais conseiller aux gens. Voilà, bien humblement. Bah, écoute, ton conseil est parfait, je trouve, pour terminer cette vidéo. C'est un excellent conseil. En effet, il faut avoir l'envie aussi, il faut avoir un but, une envie pour pouvoir le faire, bien sûr. Pour pouvoir acquérir une autre langue et en particulier le français. Merci beaucoup, Vincent. Merci à toi d'avoir accepté mon invitation. C'était très intéressant. Je suis vraiment ravie que tu aies partagé ton expérience aux États-Unis, qui est globalement une expérience très positive, n'est-ce pas? Oui, c'est très, très positif. Ouais, Très ouais. positive. On ne regrette On n'a rien. rien dit de vraiment très mal sur les Américains, à part les fromages. Bah, Et on va les pas musées qui commencer. sont comme les On fromages, va, c'est tout. On a été très on va gentils. pas. On va pas commencer à faire nos français. Si on commence à Voilà, tout critiquer, exactement. Le français critique. Mais là, bon, franchement, on ça a c'est vrai. été super positif. On a été Bah, américain, écoute, on a peut-être un été peu. américain. Peut-être que c'est ça finalement que je suis venu chercher, tu vois, un peu de cette positivité. Et moi, je suis devenue un peu américaine parce que j'ai beaucoup de clients américains, Vincent. Mhm. Donc, je connais Ah, bien c'est aussi très cette bien. mentalité et je pense que c'est pour cette raison qu'on a été très positif. Et merci beaucoup donc encore pour cet entretien passionnant. Mettez dans les commentaires si vous avez apprécié cet entretien, si vous pensez qu'on a été assez gentil, qu'on n'a pas trop critiqué, mettez-le dans les commentaires. Nous, on peut revenir et beaucoup plus critiquer, il n'y a pas de Oui, problème. Ça, on sait et faire faire aussi. les franco-franchouillards de base. Les Les Parisiens surtout, Parisiens. je pense. Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir.